que le chef de l'État a parlé clairement. Dans ce discours, c'était très clair. Il a même parvenu à dire qu'il y a la mafia. Si réellement il y avait des élites du Sud, c'est le débat qu'il faut faire. Parce que le chef de l'État, c'est le seul qui est le mieux informé. Chaque matin, il a toutes les informations. Mais quand il vous tient un tel discours, il est de notre devoir d'analyser et d'expliquer à la population les véritables enjeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours dans la série de décryptage du discours du chef de l'État, discours prononcé le 30 juin à la nation. Et il y a beaucoup d'aspects que nous exploitons tous les jours. Le chef, quelque part, a parlé de la situation sécuritaire qui a énormément évolué. Et là-dessus, il a fait mention aux problèmes liés à la balkanisation que le Congo ne connaîtra jamais. Jamais, jamais. Le chef a été trop clair, il a bien insisté là-dessus. Et alors, pour essayer d'analyser le discours du président de la République, nous avons sur ce plateau comme invité Freddy Mulumba. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez, directeur général adjoint ici à la radio-télévision nationale congolaise. C'est un analyste politique et pendant très longtemps, on a suivi son combat, ses analyses autour de la balkanisation. Voilà, aujourd'hui, le sujet revient. Et surtout avec ce que nous avons vécu, des gens qui osent mettre des drapeaux dans la ville de Bukavu où c'est inscrit clairement République du Kivu. Et aujourd'hui, tout ça, nous allons évoquer. Et bonsoir, M. Freddy. Bonsoir, cher ami. Le président de la République l'a dit, le Congo ne sera jamais balkanisé. Est-ce que vous êtes sûr de cette affirmation? Je suis très content. Très content, pourquoi? C'est parce que ça devient officiel. Comme la déclaration ou bien la décision, la prise de position du chef de l'État, il faudrait maintenant que tout le monde s'aligne et de savoir, nous devons tous nous battre pour que la balkanisation n'ait pas lieu. Donc, il faut que les intellectuels, les historiens, les médias, les confessions religieuses emboîtent les discours du chef de l'État. Maintenant, quand quelqu'un vient nous dire que ça n'existe pas, il se trompe. Parce que nous pensons que le chef de l'État, avant de parler ainsi, il a eu toutes les informations et tous les renseignements qui prouvent que la menace existe bel et bien. Mais comme le peuple congolais est décidé d'être indépendant et autonome, il fera par tous les moyens pour que cette balkanisation ne puisse pas avoir lieu. Monsieur Freddy, la dernière émission avec vous sur ce plateau, vous êtes revenu sur les origines même, de la création, la naissance de la République démocratique du Congo dans ses origines. En 1885, ce sont des puissances occidentales qui se sont retrouvées pour créer cet État. En 1960, nous sommes indépendants, mais eux aussi, eux-mêmes, les créateurs, voulaient travailler derrière ça pour balkaniser l'État créé. Qu'est-ce qu'on peut retenir après 1960? Pourquoi ils n'ont jamais réussi finalement à diviser l'État qu'ils ont créé? Je pense qu'il y a eu un problème dès le départ. Après 1960, il y a eu des tentatives de balkanisation. La session katangaise et la succession du Sud Kasaï. La station katangaise, ça a été le 11 juillet 1960. On peut dire 7 jours après l'indépendance. Et Moïse Tshombe avait proclamé l'indépendance du Katanga. Après quelques temps, le 9 août 1960, c'est Albert Kalonji Yitunga, dit Moulopoué, qui a qui a fait une déclaration, qui a proclamé l'État du Sud Kasaï. Il y a des ouvrages très importants, il faut que les Congolais les lisent. Celui de Gilles Chomé, Tshombe et l'escroquerie katangaise. Ça, c'est Gilles Chomé. Il y a aussi Gilles Gérard Libois qui a publié la session katangaise. Donc, Chomé fait une analyse et Libois, je dirais un peu,
ne fait pas beaucoup d'analyse, mais donne des faits pour permettre aux historiens d'écrire l'histoire. Les stations katangaises que Tshombe a proclamées le 11 juillet 1960, ça ne venait pas de Tshombe, parce qu'il faut relire l'histoire. En fait, les Belges, la Société générale de Belgique était très puissante au Katanga. C'est elle qui gérait presque les Katanga. Les Katanga étaient presque, je dirais, un peu en dehors du Congo. C'était quelque chose de spécial. C'était hérité de la colonisation. Et quand on dit qu'on va décoloniser, donc la Société générale avec d'autres multinationales n'ont pas accepté ça. Il fallait faire par tous les moyens pour qu'ils puissent sauvegarder leurs intérêts. Mais comme ils étaient des Blancs, ça ne pouvait pas marcher. Comme ils étaient des Belges, ça n'a pas marché. Que faire? On a pris des Africains. Vous savez, Tshombe était très jeune, tout comme Moulongo. C'est des jeunes gens sans expérience. On les a mis devant. Mais derrière, il y avait les patrons, ce qu'on appelle, je pense que c'était le colonel, Major Weber, qui était belge et qui était resté avec presque toutes les forces qui étaient au Katanga, mais qui étaient en contact avec la Belgique. Voilà comment la session katangaise est arrivée. Et c'est à cause de cela aussi que Lumumba a perdu sa vie. Quand Lumumba a perdu sa vie, il a été assassiné. Je vais revenir sur ça. Lumumba a été assassiné par les Belges. Qu'est-ce qui s'est passé? La session katangaise a pris fin. Parce que l'ONU s'est engagée maintenant à faire la guerre contre les gendarmes katangais. C'était presque une armée de mercenaires belges, français, beaucoup plus d'autres mercenaires, mais avec des Congolais. C'est grâce à l'ONU que la sécession katangaise a échoué. Effectivement, c'est grâce à l'ONU, mais c'est quand le monde est décédé, l'Amérique, ça ne voyait pas encore l'importance de créer un État. Parce que dans leurs calculs, ils avaient la peur du communisme. Or, le monde était identifié au communisme, il est décédé. Automatiquement, on a dit ça ne sert à rien de faire la sécession. Il faut maintenant un Congo uni pour éviter qu'il y ait beaucoup de problèmes. C'est ainsi que la sécession katangaise est passée. Deuxième sécession, celle du Sud Kasaï, du 9 août 1960. Ça, c'était presque une aventure. D'ailleurs, Kalonji Yutunga lui-même l'explique on peut dire dans ses mémoires. Donc, la sécession du Sud Kasaï, la vérité de Moulopoué, donc de Kalonji. Donc, en fait, il explique dans ses mémoires qu'il a fait la sécession parce que pendant cette période, il y avait le conflit entre Baluba et Kananga, mais aussi il y avait des problèmes entre Kasaï et Katangé à Lubumbashi. Il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés au Kasaï, donc qui ont quitté le Louabourg vers, on peut dire, un bougement en quelque sorte. Et il avait besoin d'argent pour s'occuper de tous ces gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il demande de l'argent aux entreprises. À l'Amiba actuellement, on appelait BCK. Il demande de l'argent pour qu'on lui donne cet argent qui puisse nourrir les réfugiés. Maintenant, on lui demande, mais nous, on ne peut pas faire ça, c'est impossible parce que l'argent que nous avons, nous devons payer, donc les taxes et autres, on paye à Kinshasa, donc à Léopoldville. Si tu veux, déclare que tu es construit, donc la sécession du Sud de Kasaï. C'est ce qu'Alonja a fait pour gagner l'argent. Mais en réalité, dans sa tête, ça n'existait pas. Il n'y avait pas une puissance extérieure derrière Kalonji. Ce sont les multinationales. Tu vois, BCK faisait partie de la générale des banques, donc la société générale. Or, au Katanga, c'était l'union minière qui était très puissante. Donc, Katanga, c'était l'union minière. À Mbujimaï, c'était BCK, qui est devenu maintenant, on peut parler de l'Amiba. C'est ainsi qu'il y a eu la session Katanga, C'est pour dire que derrière, ce ne sont pas des Congolais. Ce n'étaient pas des Congolais. Ils ont été instrumentalisés. Pour preuve, cette session n'était pas dans la population. Au Katanga, je pense que l'histoire est très, très douloureuse. Il y a eu beaucoup de Katangais qui ne voulaient pas qu'il y ait un État indépendant du Congo. Pardon, État indépendant du Katanga. Et il y a eu un affrontement entre l'élite politique. Au Kasaï aussi, c'était la même chose. Si je parle de cette histoire, c'est pour que les gens comprennent. Derrière, il y a
la main des multinationales, la main des grandes entreprises. Ça va nous aider à comprendre ce qui se passe au Kivu. Avant d'arriver au Kivu, donc juste après, disons, de 1965, partons de là, avec Mobutu, on n'a pas eu d'autres tentatives de sécession. La tentative, c'était, maintenant je pense qu'il y a des informations qui circulent. Je pense que le chef de l'État a parlé de mettre l'ordre à l'est du pays. C'est par rapport à ça. Donc au fond, c'est l'économie qui pèse, c'est multinational. Mais comme d'habitude, on instrumentalise nos élites politiques. Hein? Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des grandes imitations géopolitiques, économiques. Ces imitations font que le Congo est au cœur par rapport à ses richesses. Nous avons l'eau, nous avons les minéraux, nous avons la forêt. Donc ce sont des richesses qui peuvent permettre demain que les gens survivent, donc le monde survive. Il y a eu toute une étude publiée par l'armée américaine en 1900, je pense, 84. Oui, 84, par l'armée américaine, qu'on pensait que le Congo est trop grand, il faut le diviser. Il y a eu aussi des études de beaucoup d'instituts de recherche, une étude de Brookings Institution, qui est en Amérique, qui la même chose, le Congo est trop grand, il faut le diviser. Il y a un élément qui s'est beaucoup ajouté, c'est l'émergence de la Chine en tant que puissance économique. Comme la Chine aura besoin de matières premières pour son économie, il faut faire par tous les moyens pour lui bloquer l'accès. Voilà la guerre de l'AFDEL. Donc la guerre de l'AFDEL avait des objectifs. C'est d'abord mettre la main sur les richesses et faire imploser les pays. Donc les premiers, compter les matières premières, les richesses du Congo, et deuxième, faire imploser le Congo. Donc l'idée est partie d'abord des penseurs, parce qu'en Amérique, généralement, ce sont des idées, les gens sont libres de penser comment le monde doit fonctionner, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans le monde avec leur gouvernement. Les hommes d'affaires peuvent accepter un tel projet. Mais finalement, qu'est-ce qui les pousse? Est-ce qu'ils ne voient pas aux Congolais la capacité de gérer un État si vaste? C'est comme ça, ils se disent, bon, peut-être pour les aider, qu'on les sépare, comme ça, chacun dans un coin pourra bien gérer. Le problème n'est pas celui-là, il faut comprendre le capitalisme. Un capitaliste veut faire toujours du bénéfice. Et je voudrais rappeler ici, quand on a créé le Congo, on a pensé toujours que le Congo, c'est un réservoir de matières premières pour l'industrie occidentale. Et maintenant, comme ils ont créé le Congo en 1885, ils estiment qu'ils peuvent encore le couper. Voilà pourquoi les chefs d'État insistent pour que les gens prennent conscience, pour que les gens deviennent des patriotes, pour sauver nos intérêts, sauver l'unité du Congo. Le Congo a été construit, on ne peut pas refuser, l'État a toujours une construction. Mais aujourd'hui, on a intériorisé ça. On ne peut pas accepter que d'autres personnes viennent de construire le Congo. Parce que, regardez, vous avez le Soudan. Le Soudan était unique, c'était un État. Et le Soudan du Sud. On a coupé le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Il y a maintenant des États. Et dans la stratégie de penseurs américains, il faut couper tous les grands pays, pour eux, qui sont mal gérés, qui sont ingouvernables, pour créer des petits morceaux, des petits pays qui sont efficaces. Ils prennent le cas du Rwanda, ils prennent le cas de encore la Tunisie, en disant que ce sont des petits pays qui sont bien gérés. Mais ils ont oublié, il y a des pays qui sont plus grands. Comme eux-mêmes les États-Unis. Mais comme la Russie. Donc le problème, c'est l'image qu'on a de nous. Les ambitions qu'on a de nous sur nous. C'est le plus grand problème. Donc, eux, on dirait c'est économique, hein, ce n'est pas toujours politique. C'est beaucoup plus économique. C'est l'économie qui gère. C'est l'économie qui influence. Comme les hommes d'affaires, on dit, OK, mettons la main sur le Congo, divisé, ça est efficace. Et cela a été aussi motivé par les penseurs. Il y a eu un article qui est sorti dans Foreign Policy
écrit en 1900, je pense, 99, écrit par un professeur de l'université de Ohio et un chercheur d'une fondation sud-africaine. Et ces professeurs et ces chercheurs ont déclaré que le Congo est trop grand, il faut le couper en plusieurs États. Il n'y a pas que lui. Il y a eu un président, je pense, de l'Assemblée, du Parlement, on peut dire un peu Parlement européen, pardon, américain, Fest Williams, qui avait déclaré que le Congo était trop grand, il faut le casser dans 5 États. Donc ce sont des réalités, ce ne sont pas des choses qu'on parle au hasard. Mais justement, M. Moulumba, moi, à vous entendre parler, je comprends que le Congo reste uni de la part de la volonté de la population. Exactement. C'est la population qui s'oppose à la division. On a intériorisé l'essence du nationalisme. Mais les dirigeants congolais, ceux qui gèrent le Congo apparemment, ils donnent des éléments aux gens qui cherchent la séparation du Congo. Est-ce que jusqu'à présent, au niveau des dirigeants, ils n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas faire ça pour donner des éléments aux gens? J'ai pris les cas de Kalonji Djutunga et les cas de Tchombe. Ils ont été instrumentalisés. Et vous allez voir que notre peuple, notre population résiste. Ça signifie que c'est l'élite qui pose problème. Il y a d'abord l'immaturité, c'était en 60, une expérience politique, ça peut s'expliquer. Mais aujourd'hui, le problème est que nous avons des élites complices, mais qui sont conscients. Je te prends l'exemple. Il y a à Bukavu, quand Nirangongo a vomi du feu, la plupart des Congolais de Goma sont partis au Rwanda. Les gens se sont déjà préparés pour amener des tentes au Rwanda. Pendant cette période, il y avait une grande conférence en Angleterre. Une conférence entre hommes d'affaires. On avait invité les Congolais, en particulier le professeur Kabissa. C'est Kabissa qui me raconte. Ils étaient dans la salle pour voir, juste avec les Congolais, comment il faut couper le Congo. Hein, les Occidentaux ont amené des cartes. Et Kabissa, ça pour montrer comment le peuple est résistant. Kabissa, il dit, dès qu'on a donné l'information que les Congolais qui étaient partis au Rwanda, qu'on avait déjà installé des camps, ne voulaient pas rester. Oui, on les a vus retourner. Tous ont décidé de retourner. Et qu'ils étaient déjà en train de discuter sur ça. Ils ont discuté sur la balkanisation. Il y a eu un des conspirateurs qui dit que c'est un échec parce que la population n'en veut pas. C'est pour voir que notre peuple, notre population tient à l'unité du pays. Mais les hommes politiques, pas tous, certains, ne veulent pas, ils sont complices. L'autre exemple, je pense que vous avez suivi l'évêque de Bunia. De Butembo. Non, c'est Bunia, pas Butembo. En Uturi. L'évêque a fait une déclaration ici. Il vous explique, il dit, regardez, le Congo sera balkanisé si nous ne faisons rien. Il a parlé ça à la messe. Et il dit très clairement que les populations congolaises se sont déplacées, d'autres populations sont installées. Et il faut faire partie du moyen pour que les choses changent. Je pense que le chef de l'État a entendu ce discours parce que si vous partez au Kivu, vous regardez les souffrances de la population et on se pose des questions si les élites du Kivu sont-elles conscientes. C'est leurs propres frères. Beni, Butembo, on se réveille, on tue chaque jour 500 personnes, 1000 personnes. Et curieusement, je pense que le président l'a encore dit, dans plusieurs interventions, quand on fait des enquêtes, ce sont les gens du Kivu qui sont complices. Ça pose un problème maintenant. Comment accepter que les étrangers vous instrumentalisent contre votre propre population? Là, on ne parvient pas à comprendre. On pouvait comprendre si les gens n'avaient pas beaucoup étudié, s'il n'y avait pas d'informations. Maintenant, les gens ont des diplômes. Pourquoi se laissent instrumentaliser?
Sans que la grande question que le président a relevée dans son discours, il faut que les gens deviennent patriotes, que les élites se rapprochent du peuple. Mais justement, il y a un instrument administratif qu'on a mis en place pour rapprocher l'élite du peuple, c'est la décentralisation. Mais apparemment, dans la pratique, on ne laisse pas cette décentralisation fonctionner efficacement. On a toujours tendance à tout ramener au niveau du pouvoir central. Moi, je suis politologue. Quand on a balancé l'histoire de la centralisation, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, je suis des points scientifiques. Pourquoi? On ne peut pas décentraliser un État qui n'existe pas. Un État dont les structures qui n'existent pas. Ça signifie quoi? Nous avons connu dans notre espace actuel deux États. L'État indépendant du Congo, qui a été construit par Léopold II et les Belges, qui est arrivé à la fin, en 1960, quand tout le monde est parti, tout s'est effondré. On a connu une période d'instabilité jusqu'en 1965. Mobutu a fait un coup d'État. Il a installé son État. Son État est arrivé à la fin avec l'arrivée de l'AFDEL. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'État comme tel. Construire, quand on dit État, ça signifie quoi? Un État fonctionnel. Parce qu'il y a d'autres coins, vous ne trouvez pas la présence même pas d'un policier dans votre pays. Comment dans ces vides construire, faire une décentralisation? C'est une illusion. Par contre, on devrait commencer par construire l'État. Ça signifie quoi? Un, il y a des piliers. D'abord l'armée, qui doit être sur toute l'étendue du pays. L'armée avec policiers, armée sécurité. Deux, l'administration, qui doit être jusqu'au village. Trois, la justice, qui doit régler comment il doit fonctionner. Mais ces trois piliers ne fonctionnent pas. Comment vous allez décentraliser quoi? Donc, ce qui a manqué ici, c'est le débat intellectuel. C'est là, moi, j'ai dit, nous sommes responsables. Il y a les politiques qui peuvent prendre des décisions, d'un côté. Il y a des scientifiques qui doivent éclairer les politiques et l'opinion. Donc, on ne peut pas imposer un système venant de l'extérieur. Ce signifie qu'il faut que les Congolais apprennent à reconstruire leur État en faisant des recherches sur place et en tenant compte des réalités socio-économiques et historiques. Les problèmes, la décentralisation est venue avec la Banque mondiale. C'est la grande question. On voit la décentralisation, je dirais un peu d'une manière économique, efficacité. Mais on a oublié la culture. On a oublié la culture de la population. Donc il faudrait qu'on laisse les Congolais même. Ça, c'est à nous. Nous devons avoir le courage de réinventer le Congo. Bien entendu, on peut accepter de conseiller des amis. C'est très important. Mais venir encore reconstruire le modèle de l'État colonial, mais qui sera géré par des élites congolaises, ça pose problème. Voilà pourquoi la crise perdure. On n'a pas encore trouvé de solution réelle aux problèmes politiques, administratifs du Congo. Voilà, nous sommes déjà en train d'atterrir. Alors, cette menace de balkanisation pèse toujours sur le Congo. Comment s'en sortir? Deux choses d'abord. Vous savez, j'ai pris l'exemple de notre télévision nationale. J'étais à Goma, bon, à Bukavu. Il y a des coins, la télévision n'arrive pas. Cette situation est due à des choses. D'abord, la RTNC ne couvre pas toute la République, faute de matériel. Et il y a aussi, on vient de créer de nouvelles provinces. Il y a de nouvelles provinces qui ne sont pas, dans lesquelles on ne trouve pas la RTNC. Or, c'est l'État, quand on dit l'État, la RTNC est une entreprise d'État, qui doit véhiculer les messages de l'État central. Ça signifie qu'aujourd'hui, comme le président a parlé,
jusqu'à Kasumbalesa, jusqu'à Aru, jusqu'à Tchela, jusqu'à Kassai, partout là. C'est la RTNC qui doit transmettre ce message. Mais les drames maintenant, c'est quoi? Comme ces gens, ça fait plus de 20 ans, il y a des coins, il n'y a ni radio ni télévision. L'image de l'État central disparaît dans l'imaginaire de ces gens-là qui ne voient pas l'État congolais, pardon, qui ne voient que suivre par la RTNC. Parce que l'État central existe parce que si les informations qui sont faites à Kinshasa arrivent jusqu'au village. Aujourd'hui, il y a des endroits, il n'y a ni radio ni télévision, mais vous avez des endroits, vous avez des radios privées, des ONG. Ça ne peut pas construire un imaginaire, une opinion nationale. Donc, il faut les médias. Deuxième chose, il faut l'histoire. Il faut donner le cours d'histoire à nos enfants, les cours de géopolitique. Moi, ce que je regrette chez les Congolais, c'est de penser toujours que les autres nous feront toujours du bien. C'est la naïveté. Donc, les élites sont tellement aliénées. Donc, il faut remettre en cause. Je pense que le chef de l'État a parlé clairement. Dans ce discours, c'était très clair. Il a même parvenu à dire qu'il y a la mafia. Si réellement il y avait des élites du Sud, c'est le débat qu'il faut faire. Parce que le chef de l'État, c'est le seul qui est le mieux informé. Chaque matin, il a toutes les informations. Mais quand il vous tient un tel discours, il est de notre devoir d'analyser et d'expliquer à la population les véritables enjeux. Il ne peut pas aller jusqu'en bas. Mais aussi, s'il bat son discours, qu'il y ait un débat de fond pour qu'on puisse relancer, je dirais un peu la démocratie, relancer la constitution d'un État, mais aussi la responsabilité des élites. Parce que notre peuple souffre parce que les élites ne sont pas au service de la société. Nos élites sont au service des intérêts étrangers. Voilà pourquoi les chefs d'État, Antoine Félix Tshisekedi, a été très clair. Il a appelé à la conscience de tout le monde. Donc, si nous voulons abandonner la balkanisation, donc combattre la balkanisation, il y a les médias, mais aussi, ne pas oublier, il y a des médias traditionnels. Il y a aussi des médias, de nouveaux médias, les réseaux sociaux. Maintenant, les jeux se jouent là-bas. Donc, il faut compléter les deux. Donc, ça signifie que nous devons construire un autre narratif, un autre discours pour qu'on puisse rendre notre peuple fier, sa grandeur, sa puissance, pour faire face à ceux qui pensent nous balkaniser. Voilà, merci à vous Freddy Mulumba. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes désormais habitués à suivre ces grandes analyses de Freddy Mulumba, directeur général adjoint de la RTNC, politologue. Il est tout le temps dans les combats à travers ses analyses contre la balkanisation. Vous avez eu peut-être à suivre plusieurs conférences animées par lui pour parler de cette balkanisation. C'est un sujet très sensible. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On y reviendra parce que ceux qui menacent les Congo, ils ne s'arrêtent pas. Alors, au niveau de la télévision nationale, nous allons jouer notre rôle de sensibilisation. Merci et on se retrouve à la prochaine fois.